Ma compagne m'a dit, je n'apprécie pas que tes enfants issus de ton précédent mariage viennent ici. J'ai répondu, c'est noté. Puis j'ai rompu avec elle immédiatement. Elle a tenté de faire marche arrière quand elle a compris que c'était elle qui devait partir, et non mes enfants. Moi, 35 ans, je mène ma vie selon une hiérarchie d'importance gravée dans la pierre. Tout en haut se trouvent mes enfants, Victor, 8 ans, et Eva, 6 ans. En dessous se trouve ma carrière d'expert comptable spécialisé en jury comptabilité, qui paie les factures. En dessous, il y a ma maison, une maison pavillonnaire rénovée que j'ai passé 5 ans à restaurer moi-même dans un quartier résidentiel calme en banlieue de Lyon. Quelque part plus bas sur la liste se trouvait Aurélie, 29 ans. Aurélie et moi étions ensemble depuis 14 mois. Elle s'est installée il y a 6 mois. À l'époque, cela semblait logique. Elle était consultante en art de vivre, ce qui signifiait qu'elle passait beaucoup de temps à préparer des planches de charcuterie et à se filmer en train d'ouvrir des colis. Elle était charmante, organisée et semblait tolérer le chaos qui accompagne 2 enfants d'âge scolaire. Mon arrangement de garde avec mon ex-femme, Nathalie, est une répartition standard de garde alternée 50-50. Une semaine sur 2. Nous sommes des coparents fonctionnels. Nous ne passons pas les vacances ensemble, mais nous ne nous détestons pas. Cela fonctionne. Les frictions avec Aurélie ont commencé de manière subtile. C'était de petits commentaires sur des mains collantes ou le niveau sonore. Je me suis adapté au début. J'ai fait venir une femme de ménage 2 fois par semaine au lieu d'une seule. J'ai imposé des horaires plus stricts pour l'usage de la tablette. Je pensais que nous nous adaptions simplement à la cohabitation. J'avais tort. Je ne m'adaptais pas. On me conditionnait pour effacer mes enfants. C'est arrivé un mardi soir. J'étais dans la cuisine en train de préparer une lasagne pour le dîner car les enfants venaient le lendemain pour ma semaine de garde. Aurélie était assise au comptoir, faisant défiler son téléphone, sirotant un verre de vin rouge qui coûtait plus cher que ma première voiture. Elle a posé le téléphone avec un soupir, une expiration théâtrale lourde qui signalait habituellement une discussion sérieuse. « Benoît » a-t-elle dit. « Nous devons regarder le calendrier. »« D'accord » ai-je dit, en superposant les pattes. « Qu'est-ce qu'il y a? Une fête d'anniversaire? » Non, c'est à propos de la venue des enfants demain. Je pensais que tu pourrais peut-être échanger tes semaines avec Nathalie ou peut-être simplement les emmener dîner et les ramener chez elle. J'ai arrêté de superposer les couches. J'ai essuyé mes mains sur un torchon et je me suis tourné vers elle. Pourquoi ferais-je cela? C'est ma semaine. Ils vivent ici. Elle a pris une gorgée de vin, ses yeux évitant les miens. C'est juste que j'ai beaucoup de contenu à filmer cette semaine. J'ai besoin de la lumière dans le salon et j'ai besoin de silence. Les avoir en train de courir partout, laissant des jouets partout. Cela perturbe l'esthétique. Cela gâche mon flux de travail. Ils sont à l'école jusqu'à 15 heures, lui ai-je rappelé, tu as toute la journée. Ce n'est pas seulement une journée, Benoît. C'est l'énergie. Je n'aime pas que tes enfants viennent autant. Cela donne l'impression que la maison est encombrée, chaotique. Si nous voulons faire passer cette relation au niveau supérieur, j'ai besoin que cet espace soit le nôtre, pas le leur. Je pense que nous devrions passer à des visites un week-end sur 2. Nathalie est la mère, non? C'est elle qui devrait faire le plus gros du travail. L'air dans la cuisine n'a pas changé de température, mais j'ai ressenti un frisson soudain de zéro absolu s'installer dans ma poitrine. Ce n'était pas de la colère. La colère est chaude. C'était de la clarté. C'était la partie jury comptable de mon cerveau examinant un grand livre, voyant un passif massif et décidant de le liquider immédiatement. Tu n'aimes pas que mes enfants viennent ici, ai-je répété, dans leur propre maison. Je savais que tu deviendrais sur la défensive, a-t-elle levé les yeux au ciel. Je fixe simplement des limites. J'ai besoin d'un partenaire qui donne la priorité à ma paix mentale. Je ne peux pas être une belle-mère et une marque. C'est trop. Je t'entends, ai-je dit. Ma voix était égale. Calme. Elle a souri, soulagée. Elle pensait avoir gagné la négociation. Elle pensait avoir réussi à modifier mon accord de garde. Je suis tellement contente que tu comprennes, chérie. C'est vraiment pour le mieux. Nous pourrons avoir des soirées en amoureux. Nous pourrons voyager. Tu as absolument raison, les jeux interrompus. Les limites sont essentielles et les priorités sont non négociables.
Je me suis dirigé vers le tiroir où nous gardions les clés de rechange. J'ai décroché la clé de secours du crochet. Nous rompons. Aurélie s'est figée, le verre de vin à mi-chemin de sa bouche. Quoi? C'est fini. La relation est terminée. Immédiatement. Elle a ri. Un tintement nerveux. Benoît, arrête d'être dramatique. Je demande juste de l'espace. Et tu vas en avoir, ai-je dit, tu viens de me demander d'éloigner mes enfants de leur maison pour que tu puisses filmer des vidéos. Ce n'est pas une demande d'espace. C'est une déclaration qui va à l'encontre de ma famille. Je l'ai choisi à chaque fois, sans hésitation. Tu l'es choisi plutôt que moi. A-t-elle demandé, l'arrogance pointant dans sa voix. Je choisirai leur poisson rouge plutôt que toi, ai-je dit. J'ai besoin que tu fasses un sac. Tu ne peux pas rester ici ce soir. La réalisation l'a frappé. Le sourire a disparu. La façade de la marque s'est fissurée. J'habite ici, a-t-elle répliqué. Tu ne peux pas me mettre dehors. J'ai des droits. Je suis occupante. Tu t'es installé il y a 6 mois, ai-je dit. Tu n'as jamais payé un centime de loyer. Tu contribues aux charges parfois quand tu t'en souviens. Tu es une invitée qui a dépassé son temps de séjour. Je ne vais nulle part, a-t-elle déclaré en croisant les bras. C'est aussi ma maison. J'ai choisi les rideaux. J'ai payé les rideaux, ai-je corrigé, ainsi que la tringle et l'installation. Écoute, Aurélie, nous pouvons faire cela de la manière douce ou de la manière forte. La manière douce est que tu ailles chez ta sœur ce soir et que nous définissions un calendrier de déménagement. La manière forte est que je commence à te traiter selon les règles strictes applicables à une occupation sans titre. Je reste, a-t-elle sifflé. Et si tu essaies de me forcer à sortir, j'appellerai la police et je leur dirai que tu me maltraites. C'est à ce moment-là que le dernier lambeau d'affection est mort. Elle n'était pas seulement égoïste, elle avait franchi une limite dangereuse. D'accord, ai-je dit. Tu restes, mais les choses vont changer. Immédiatement, j'ai sorti ma lasagne du four avant qu'elle ne soit cuite. Je l'ai enveloppée dans du papier d'aluminium et je l'ai mise au réfrigérateur. Où vas-tu? A-t-elle exigé. Manger mon dîner, ai-je dit. Seul. Je suis sorti, je suis monté dans ma voiture et je suis allé dans un petit bistrot du quartier. Je suis resté là pendant 1 heure à manger un plat simple et à élaborer un plan. Elle voulait jouer la carte des droits d'occupation. Très bien. Nous allions jouer selon les règles les plus strictes et les plus bureaucratiques. Quand je suis rentré plus tard cette nuit-là, elle était enfermée dans la chambre d'amis. Elle y avait transporté ses affaires dans un accès de colère. J'ai dormi dans la chambre principale avec la porte verrouillée. Je n'ai pas bien dormi, mais je savais une chose. Mes enfants venaient demain et Aurélie allait apprendre que l'esthétique ne paie pas l'hypothèque. Mise à jour 1. Cela fait 1 semaine depuis l'incident de la lasagne et ma maison s'est transformée en une zone de tension passive. Aurélie semble penser que c'est un jeu de résistance. Elle croit que si elle se rend assez gênante, je céderai, je m'excuserai et j'enverrai les enfants chez leur mère pour qu'elle puisse reprendre son espace. Elle sous-estime gravement l'entêtement d'un père protégeant son foyer. Le lendemain de la rupture, mercredi, c'était le jour J. Les enfants arrivaient à 15 heures. Je me suis réveillé tôt. Aurélie était déjà dans la cuisine en train de faire un smoothie en utilisant mon mixeur haut de gamme et mes fruits surgelés. Bonjour, a-t-elle dit avec désinvolture, comme si elle n'avait pas menacé de m'accuser de faits inventés la veille au soir. J'ai décidé de te pardonner ton emportement. Nous pourrons parler du calendrier plus tard. Il n'y a pas de calendrier, ai-je dit en versant du café. Je t'ai signifié une mise en demeure formelle ce matin par lettre recommandée. Elle est affichée sur la porte de ta chambre. En France, puisque tu n'as pas de contrat et que tu ne paies pas de loyer, tu es considéré comme une occupante sans titre. Tu as 30 jours. Le compte à rebours a commencé à 6 heures du matin. Elle a lâché la cuillère à smoothie. Tu m'as signifié un acte légalement? Je l'ai rédigé moi-même, mais il est juridiquement valide. J'ai pris une photo horodatée de la mise en demeure sur ta porte. Tu es un psychopathe, a-t-elle craché. Je suis un propriétaire, ai-je corrigé. Maintenant, concernant les commodités, puisque tu revendiques des droits d'occupation, nous devons clarifier ce qui est inclus. Tu paies 0 loyer. Par conséquent,
tu as droit à une chambre habitable et à l'accès aux parties communes. Tu n'as pas droit à mes biens personnels. Je me suis dirigé vers le routeur Internet. Je l'ai débranché. Je l'ai emporté avec moi. Qu'est-ce que tu fais? A-t-elle hurlé. Je dois télécharger une vidéo de partenariat. L'Internet est à mon nom, ai-je dit. C'est un service complémentaire, pas une nécessité comme l'eau ou le chauffage. N'hésite pas à ouvrir ton propre compte. Le fournisseur peut probablement intervenir dans 2 semaines. Tu ne peux pas faire ça. Je viens de le faire. De plus, la nourriture dans le garde-manger, je l'ai achetée. Le mixeur, je l'ai acheté, à moins que tu n'aies un reçu. S'il te plaît, abstiens-toi d'utiliser mes appareils. J'ai mis le routeur dans ma voiture et je suis parti travailler. Quand je suis revenu à 15h avec Victor et Eva, la maison était calme. Aurélie s'était retirée dans la chambre d'amis. « Papa, où est Aurélie ?» a demandé Eva en déposant son cartable. « Elle travaille dans sa chambre, ai-je dit. Elle va bientôt déménager, alors elle est occupée à faire ses cartons. » « Oh, a dit Victor, on peut jouer à un jeu vidéo ? » « Absolument. Nous avons joué à des jeux vidéo avec un volume raisonnable. Nous avons fait du maïs soufflé. Nous avons ri. Je me suis assuré que le son était juste assez présent pour être perceptible dans la pièce d'à côté, mais pas assez fort pour enfreindre les règles de voisinage. Vers 17h, Aurélie a fait irruption hors de sa chambre. « Pouvez-vous baisser le ton ?» a-t-elle crié. J'essaie d'enregistrer. Victor et Eva se sont figés. Ils n'ont pas l'habitude d'être interpellés ainsi par un adulte dans leur propre maison. Je me suis levé. Je me suis dirigé vers elle, me plaçant entre elle et les enfants. Aurélie, ai-je dit, la voix basse et ferme. Ne hausse pas la voix sur mes enfants. Si tu as une plainte concernant le bruit, tu peux l'adresser par écrit au propriétaire, mais ceci est une partie commune. Il est 17h et ils ont le droit d'exister. Il hurle. Il rit. Il y a une différence. Retourne dans ta chambre. Elle m'a lancé un regard noir, puis a regardé les enfants. Elle a réalisé qu'elle n'avait aucun pouvoir ici. Elle est retournée dans sa chambre en tapant des pieds et a claqué la porte. Cette nuit-là, la tension a grimpé d'un cran. J'avais mis un verrou sur la porte de la chambre principale. Aurélie a réalisé qu'elle avait laissé sa crème hydratante de luxe dans la salle de bain principale. Elle a frappé à ma porte à 22h. « Benoît, laisse-moi entrer. J'ai besoin de ma crème pour le visage. »« Je dors, ai-je crié. »« Attends le matin. C'est une crème à 280 €. J'en ai besoin. » Tu aurais dû y penser avant de créer cette situation. Le lendemain, jeudi, elle a essayé une nouvelle approche. La guerre des charges. Je suis rentré chez moi pour trouver le thermostat de la climatisation réglé à 29 degrés. Les fenêtres étaient ouvertes. Elle essayait de faire grimper ma facture d'électricité. Je n'ai pas crié. Je suis allé au thermostat du couloir. J'ai retiré la façade et enlevé les piles. Puis je suis allé au sous-sol et j'ai installé un boîtier de verrouillage sur les commandes de l'unité. J'ai réglé la température à un raisonnable 20 degrés. Pourquoi la climatisation ne fonctionne plus ? A-t-elle exigé lorsqu'elle a émergé, transpirante dans ses vêtements de sport. J'ai répondu calmement. Cela pourrait prendre un moment pour réparer. Je te suggère de t'habiller légèrement. Tu fais ça exprès. Je gère ma propriété. Puis sont arrivés les incidents mesquins. Vendredi soir, mon téléphone a sonné. C'était la mère d'Aurélie, Sylvie. Sylvie est une femme qui pense que sa fille est le centre du monde et que je n'étais qu'un accessoire. Benoît. La voix de Sylvie était glaciale. Aurélie me dit que tu la maltraites, que tu l'affames, que tu l'enfermes hors des pièces. Bonjour, Sylvie, ai-je dit, mettant le téléphone sur haut-parleur pendant que je pliais le linge. Aurélie réside actuellement dans la chambre d'amis gratuitement. Elle a accès à la cuisine et à la salle de bain. Elle n'a simplement pas accès à mes courses personnelles ni à ma chambre privée. Si c'est du maltraitement, la barre a été placée très bas. Elle dit que tu as coupé l'Internet. J'ai arrêté de payer pour le service d'une occupante non payante qui m'a menacé. Elle est la bienvenue pour se prendre un point d'accès mobile. Tu es mesquin, a craché Sylvie. Elle t'a consacré 1 an de sa vie.
Elle a consacré 1 an à vivre dans une maison sans facture, ai-je répliqué. Il lui reste 23 jours sur sa mise en demeure. Si elle veut partir plus tôt, je l'aiderai volontiers à faire ses cartons. As-tu de la place pour elle, Sylvie? Silence. Sylvie ne voulait pas d'elle. Aurélie demande beaucoup d'entretien. Nous attendons de toi que tu la traites avec respect, a dit Sylvie faiblement avant de raccrocher. Samedi, j'ai découvert la tentative de vengeance d'Aurélie. Je suis allé utiliser la cafetière. Elle était remplie de sel au lieu de sucre. Puéril. J'ai voulu mettre mes baskets préférées. L'un des lacets avait été coupé. Mesquin. Je ne l'ai pas affronté. J'ai documenté. J'ai pris des photos. J'ai commencé un tableau intitulé Dommages et déductions. Puis je lui ai envoyé un courriel. Objet, dommage à la propriété. Aurélie, comme nous n'avons pas de contrat formel, je ne peux pas retenir un dépôt que tu n'as jamais payé. Cependant, je documente tous les dommages à mes biens personnels, basket, 110 €, nettoyage de la cafetière, 15 € de main-d'œuvre. Je déposerai une demande au tribunal judiciaire pour ces dommages dès ton départ. Chaque objet que tu casses, coupe ou ruine n'est qu'une ligne de plus sur une citation. Je te suggère d'arrêter. Elle n'a pas répondu, mais les incidents mesquins ont cessé. Maintenant, elle se terre. Elle reste dans sa chambre, n'en sortant la plupart du temps que pour nous lancer des regards noirs, à moi ou aux enfants. Elle essaie de nous mettre mal à l'aise. Mais voici ce qu'elle ne comprend pas. J'ai vécu en colocation avec 3 étudiants en ingénierie. Je peux l'emporter sur n'importe qui en termes d'endurance. Et chaque jour qu'elle passe ici dans cette tension est un jour où elle ne perturbe pas la vie de quelqu'un d'autre. Mise à jour 2. Il nous reste 14 jours sur la mise en demeure. L'atmosphère dans la maison est passée de tendue à une affaire juridique en cours. Aurélie a réalisé que les incidents mesquins ne fonctionnaient pas et que je n'allais pas céder sur l'internet ou la nourriture. Alors, elle a décidé de s'attaquer à ma réputation. Elle s'est dit que si elle ne pouvait pas contrôler la maison, elle contrôlerait le récit. Lundi, j'ai commencé à recevoir des notifications sur la page professionnelle de mon cabinet. Je dirige un petit cabinet d'expertise comptable respectable. La confiance est ma monnaie. Soudain, des avis d'une étoile ont commencé à apparaître. Peu professionnel et impoli. Ne confiez pas vos finances à cet homme. Pratique discriminatoire. Déteste les femmes. À fuir. M'a escroqué de milliers d'euros. Un menteur et un voleur. C'était manifestement faux. Posté par des comptes avec 0 abonnés et des noms génériques. Je n'ai pas paniqué. Je fais de la juricomptabilité. Tracer les empreintes numériques est littéralement mon travail. J'ai pris des captures d'écran. J'ai analysé les horodatages. Ils ont tous été postés dans une fenêtre de 20 minutes. Coïncidant avec le moment où Aurélie travaillait dans la chambre d'amis. Je suis allé à sa porte et j'ai frappé. Va-t'en, a-t-elle crié. Aurélie, ouvre la porte. Nous devons parler de diffamation. Elle a ouvert la porte brusquement. Elle avait l'air fatiguée. L'éclat était parti. Quoi encore? Je vois que tu as été occupé sur les avis en ligne, ai-je dit, en brandissant mon téléphone. Je ne vois pas de quoi tu parles, a-t-elle menti, évitant mon regard. C'est bon. Tu n'as pas besoin de l'admettre. Mais voici la réalité. La diffamation se produit lorsque l'on fait de fausses déclarations qui nuisent à la réputation professionnelle d'une personne. Accuser un expert comptable de vol est une accusation qui peut mettre fin à une carrière. Cela rend la chose passible de poursuite. Je lui ai tendu un document. Ceci est un projet de mise en demeure. Mon avocat la dépose demain. Si ces avis ne sont pas retirés dans 1 heure, j'ajoute une poursuite pour diffamation à la demande au tribunal judiciaire pour les baskets. Et contrairement aux baskets, les dommages-intérêts pour diffamation peuvent s'élever à des dizaines de milliers d'euros. As-tu 10 000 €, Aurélie? Son visage est devenu pâle. Tu ne peux pas me poursuivre pour un avis. C'est la liberté d'expression. C'est de la liberté d'expression si c'est vrai, ai-je dit. C'est de la diffamation si c'est un mensonge destiné à nuire à mon entreprise. 1 heure. Je suis retourné à la cuisine. 50 minutes plus tard, les avis étaient supprimés, mais elle n'en avait pas fini.
Mercredi était le jour où elle a essayé d'utiliser à nouveau la police. J'étais dans le jardin avec les enfants. C'était une semaine sans garde officielle, mais je les avais emmenés prendre une glace. Nous jouions à chat. Une voiture de police est entrée dans l'allée. Mon cœur battait la chamade. J'ai dit aux enfants de rentrer regarder la télévision. Je me suis dirigé vers l'allée. 2 agents sont sortis. Monsieur, nous avons reçu un appel concernant une dispute domestique, a dit l'agent le plus âgé. Le rapport indique qu'une occupante est retenue contre son gré et privée de produits de première nécessité. J'ai pris une grande inspiration. Agent, l'occupante est mon ex-compagne. Je lui ai signifié une mise en demeure de quitter les lieux il y a 2 semaines. Elle est libre de partir à tout moment. En fait, je serais ravi qu'elle parte. Quant aux nécessités, elle a l'eau, le chauffage et l'électricité. Elle n'a simplement pas mon mot de passe Wi-Fi ni ma carte de crédit. Aurélie est arrivée en courant sur le perron, livrant une performance émouvante. Des larmes, des mains tremblantes. Il m'enferme, a-t-elle sangloté. Il ne me laisse pas manger. Avez-vous les clés de la maison, madame? A demandé l'agent. Oui, mais... Alors vous pouvez partir. Je n'ai nulle part où aller. Il rend l'ambiance hostile. J'ai sorti mon téléphone. Agent, j'ai des caméras de sécurité dans les parties communes. Je peux vous montrer des images d'elle allant et venant librement toute la semaine. Je peux aussi vous montrer la nourriture intacte dans l'espace qui lui est assigné. Elle ne manque de rien. Elle refuse d'acheter ses propres courses. Les agents ont regardé Aurélie. Ils ont regardé le jardin bien entretenu, mon comportement calme et l'absence de toute détresse physique de son côté. Madame, a dit l'agent, semblant épuisé. C'est une affaire civile. Si vous êtes en situation d'occupation sans titre, vous devez régler cela devant le tribunal judiciaire. À moins qu'il n'y ait une agression physique ou une privation de liberté réelle, nous ne pouvons pas intervenir. Mais il est méchant avec moi, a-t-elle pleuré. Être méchant n'est pas un délit, a dit l'agent. Bonne journée. Ils sont partis. Aurélie se tenait sur le perron, le visage rouge de rage. Tu les as charmés, a-t-elle crié. Manipulateur. J'utilise des faits, ai-je dit. Tu utilises le drame. Les faits gagnent. 13 jours, Aurélie. Jeudi. Elle a essayé la tactique de la fête. Je suis rentré du travail pour trouver 3 femmes inconnues dans mon salon. Elles buvaient mon vin, que j'avais bêtement laissé dans un casier et non dans le garde-manger fermé. Oh, il est là, a dit Aurélie en levant les yeux au ciel. Elle tenait Salon sur le canapé. Les filles, voici le propriétaire. Les filles ont ricané. Sortez, ai-je dit. Ce sont mes invités, a défié Aurélie. Les occupantes ont droit à des invités. En fait, ai-je dit, comme tu es une occupante sans titre et sans contrat, les règles par défaut s'appliquent. Et les règles de ma maison, que j'applique verbalement dès maintenant, sont, pas d'invités sans autorisation écrite 24 heures à l'avance du propriétaire. Tout le monde dehors maintenant. Ou quoi? A ricané l'une des amies. Tu vas appeler les policiers? Non, ai-je dit. Je vais couper le disjoncteur principal du salon et de la cuisine, puis je vais m'asseoir dans le noir et jouer de la cornemuse sur une enceinte à pile jusqu'à ce que vous partiez. Je suis allé au sous-sol. J'ai coupé l'électricité au rez-de-chaussée. La musique s'est arrêtée. Les lumières se sont éteintes. Puis j'ai joué un air écossais en boucle au volume maximum sur mon enceinte portable. Cela a pris 4 minutes. Elles n'ont pas supporté l'absurdité. Elles ont fui. Appelle-moi un psychopathe, m'a crié Aurélie dans le couloir sombre. Tu gâches ma vie. Tu as essayé d'effacer mes enfants, ai-je dit par-dessus la musique. Ceci n'est que le rappel. Hier, la goutte d'eau a fait déborder le vase. J'ai trouvé une annonce sur Le Bon Coin vendant une table basse vintage moderne du milieu du siècle, 370 €, à récupérer sur place. C'était ma table basse, celle de mon salon. Elle essayait de vendre mes meubles pendant que j'étais au travail. Je n'ai pas signalé la publication. Je lui ai envoyé un message depuis un compte anonyme. Intéressé. Peut passer à 18 h? Elle a répondu, parfait. Je suis arrivé à 17h55. Elle traînait la table vers la porte. Tu vas quelque part?
ai-je demandé. Elle a sursauté. Je la déplaçais juste pour nettoyer. Vraiment? Parce que Luc vient l'acheter pour 370 € dans 5 minutes. Son visage s'est décomposé. C'est un vol, Aurélie. Une tentative de larcin. Si tu déplaces cette table d'1 centimètre de plus, je porte plainte. Et contrairement aux accusations infondées avec les policiers, j'ai les messages liés à ton compte. Elle a lâché la table. Elle s'est affalée contre le mur. Je suis fauché, a-t-elle chuchoté. Je n'ai pas d'argent. Tu m'as coupé les vivres. Je ne peux pas me permettre un dépôt pour un nouvel endroit. Tu as un travail. Tu as une marque. La marque rapporte 200 € par mois. Tu payais pour tout. Je ne peux pas vivre comme ça. Voilà la vérité. L'arrogance mise à nu. Elle n'était pas une partenaire. C'était une situation où l'équilibre avait été rompu. Cela ressemble à un problème personnel, ai-je dit. Mais comme je veux que tu partes, je vais te faire une offre unique. Tu pars d'ici dimanche, complètement. Tu signes un papier stipulant que tu n'as aucune prétention sur la propriété. En échange, je ne te poursuivrai pas pour les baskets, la cafetière ou la diffamation. On efface tout. Elle m'a regardé. J'ai besoin d'argent pour un déménageur. Je paierai pour l'utilitaire de location, ai-je dit. Directement à l'entreprise, pas un centime pour toi. C'est à prendre ou à laisser. Si tu restes les 30 jours complets, je te poursuis pour tout. Elle a fixé le sol. Très bien. Dimanche est le jour du déménagement. Je surveillerai. Mise à jour 3 finale. La maison est silencieuse. Pas le silence tendu et lourd d'un champ de bataille, mais le silence propre et ouvert d'un sanctuaire restauré. Aurélie est partie. Dimanche matin a été un spectacle. J'ai loué l'utilitaire de location comme promis, en payant directement l'entreprise. Je ne lui remettais pas d'argent liquide qui pourrait être réutilisé autrement. Elle n'avait pas d'amis pour l'aider. Les filles qui buvaient mon vin ne sont pas venues porter des cartons. Sa mère, Sylvie, a envoyé un message disant qu'elle avait une migraine et qu'elle ne pouvait pas l'aider. C'était donc juste Aurélie seule, traînant sa vie hors de ma maison. Je me suis assis sur le perron avec une tasse de café, du sucre, pas du sel, et j'ai supervisé. Je n'allais pas lever le petit doigt, mais je devais m'assurer qu'elle n'emballe pas accidentellement mon grille-pain ou mes œuvres d'art. Elle a essayé. Elle est sortie en portant un cadre du couloir. C'est à moi, ai-je dit calmement depuis ma chaise sur le perron. J'ai acheté le cadre, a-t-elle argumenté. Tu as acheté le cadre pour mon œuvre. Retire l'œuvre, laisse l'art, ou laisse le tout. À toi de choisir. Elle a passé 5 minutes à lutter pour retirer le fond, jurant entre ses dents avant de jeter l'œuvre sur la table du couloir et de prendre le cadre vide. Garde ton art stupide, a-t-elle marmonné. J'y compte bien. Cela lui a pris 6 heures. À 14 heures, la chambre d'amis était vide. Le salon était débarrassé de ses diffuseurs et de ses couvertures. Elle se tenait dans le hall, tenant son dernier carton. Elle m'a regardé, attendant quelque chose, un regret, un dernier plaidoyer. Je vais te manquer, a-t-elle dit. C'était une tentative de démonstration de force. Cette maison va être tellement ennuyeuse sans moi. L'ennui est sous-estimé, ai-je dit. Laisse la clé sur la table. Elle a jeté la clé. J'espère que tes enfants dessineront sur les murs. S'ils le font, je l'effacerai, ai-je dit. Adieu, Aurélie. Elle est sortie. Elle est montée dans l'utilitaire qu'elle avait du mal à conduire, manquant de peu ma boîte aux lettres, et est partie. Je suis immédiatement entré et j'ai changé les serrures. J'avais le kit prêt. Je ne prenais aucun risque avec des doubles de clés. Puis j'ai fait le tour de la maison. Elle avait laissé un cadeau d'adieu, bien sûr. Dans la salle de bain des invités, elle avait versé une bouteille de vernis à ongles rouges dans le siphon du lavabo. C'était sec, incrusté sur la porcelaine et le bouchon en métal. J'ai soupiré. C'était mesquin. C'était destructeur. Mais je me suis souvenu de l'accord signé. J'ai pris une photo du lavabo. Je lui ai envoyé un message, j'ai vu le lavabo. L'accord stipulait que tu laisserais la propriété propre sans nouveau dommage. Tu as violé le contrat. Je dépose la demande au tribunal judiciaire pour les baskets,
110 €, le nettoyage, 15 €, et maintenant un nouveau lavabo pour 100 €. Attends la citation à l'adresse de ta mère. Elle a répondu instantanément, tu as dit que tu ne me poursuivrais pas. J'ai dit que je ne le ferais pas si tu partais sans problème. Le vandalisme est un problème. Rendez-vous au tribunal. J'ai bloqué son numéro. Les retombées, le procès. J'ai déposé les papiers lundi. Ce n'est pas pour l'argent, c'est pour le principe et pour le dossier. Je veux un dossier public indiquant qu'elle endommage des biens quand elle n'obtient pas ce qu'elle veut. C'est une étiquette d'avertissement pour la prochaine personne. La marque. J'ai vérifié son compte sur le réseau social depuis un profil anonyme. Elle a posté une photo de ses cartons dans le garage de sa mère. Légende, tout recommencer. Parfois, il faut quitter les environnements toxiques pour trouver sa lumière. Nouveau départ. Survivante. Les commentaires étaient désactivés. Je suppose que les preuves que j'avais publiées sur la diffamation avaient atteint son public. Les enfants, Victor et Eva, sont venus mercredi. Ils sont entrés dans la maison. Eva a regardé autour d'elle. « Est-ce que la dame est partie ?» a-t-elle demandé. « Oui, ai-je dit. Elle a déménagé. »« On peut construire un fort dans le salon ?» a demandé Victor. « Un grand, avec tous les coussins. Vous pouvez utiliser chaque coussin de la maison, ai-je dit. » Ils ont construit un fort massif, chaotique et laid en plein milieu du salon. Cela gâchait l'esthétique. Cela bloquait le passage. On aurait dit qu'une explosion d'oreillers avait eu lieu. Je me suis assis par terre à l'intérieur du fort avec eux et j'ai mangé une pizza. C'est cool, a dit Eva. C'est douillet. Oui, ai-je dit. Ça l'est vraiment. J'ai regardé ma maison. Elle n'était pas soignée. Elle n'était pas prête pour du contenu. Elle était en désordre, bruyante et pleine de miettes. Et pour la première fois en 6 mois, on s'y sentait comme chez soi. Aurélie voulait un sanctuaire. Elle n'avait pas réalisé qu'un sanctuaire n'est pas une question de silence et de meubles blancs. C'est une question de sécurité avec les personnes qui comptent. Elle est partie. Mes enfants sont là. Les fondations ont tenu. Commentaire, je voulais vous dire que cette vidéo m'a vraiment fait réfléchir à ce qui compte le plus dans la vie. Il est essentiel de savoir poser des limites claires quand quelque chose va à l'encontre de nos valeurs profondes. Placer nos enfants au centre de nos décisions nous aide à garder notre dignité intacte. Choisir la paix plutôt que de maintenir une relation qui perturbe notre foyer est une véritable preuve de courage. Assumer ses responsabilités en tant que parents renforce notre propre estime et notre sérénité. Apprendre à dire non avec calme nous permet de construire un environnement plus sain pour tous. La guérison commence souvent au moment où nous décidons de protéger ce qui nous est précieux. Soyez indulgents envers vous-même et accordez-vous le droit de prioriser votre bien-être et celui de votre famille. Chaque choix que nous faisons aujourd'hui façonne le bonheur de demain pour nos proches. Merci d'être là et de réfléchir avec moi à ces choses qui nous rendent meilleurs. Si vous avez aimé, n'oubliez pas de laisser un commentaire et de soutenir la chaîne en vous abonnant. À bientôt pour les prochaines stories.